Salut, c'est Lydia, nous allons faire le point sur l'actu chaude d'Israël. Pourquoi de nouvelles élections le 17 septembre alors que les dernières datent d'avril? En avril 2019, Netanyahou, alors Premier ministre, avait échoué à former un gouvernement, bloqué par son vieil allié, Avigdor Lieberman. C'est pour cela que de nouvelles élections ont été organisées le 17 septembre. Les partis ont concentré leur campagne en 2 semaines à peine, une participation étonnamment forte, en hausse par rapport aux dernières élections en avril. Sur près de 6,5 millions d'inscrits, il y a un peu plus de 4 millions de votants. Maintenant, regardons les grands arguments lancés pendant la campagne. Lieberman, maintenant opposant de Netanyahou, avait fait sa campagne sur la très vieille querelle entre religieux et séculiers, en dénonçant l'alliance de Netanyahou avec les partis ultra-orthodoxes. Par ailleurs, une des promesses de Netanyahou, énoncée notamment le 10 septembre, est l'annexion de la Cisjordanie, notamment de la vallée du Jourdain qui représente près de 30% de la Cisjordanie et de toutes les colonies israéliennes de Cisjordanie. Mais les deux grands concurrents, Netanyahou et Gantz, se sont plutôt efforcés tout au long de cette courte campagne de 2 semaines de ne prendre aucune position saillante, de renvoyer la balle sur le terrain de l'autre. Netanyahou se permet de faire cela du fait des liaisons extrêmement amicales qu'Israël entretient avec l'administration Trump. Alors qu'il y a 65 000 Palestiniens qui y habitent, contre 11 000 colons israéliens, la vallée du Jourdain est un tampon défensif pour l'armée israélienne. On peut y surveiller à hauteur les frontières avec la Jordanie sur l'autre rive. Pour les Palestiniens, c'est une réserve de terre, une zone agricole fertile, indispensable à la viabilité d'un futur État. Face à cette promesse d'annexion de la vallée du Jourdain, on peut s'interroger, finalement, que deviendront les milliers de Palestiniens qui y vivent? Netanyahou s'est gardé de détailler le sort qu'il leur réserve. Face à cela, le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a affirmé que tous les accords signés avec Israël et les obligations qui en découlent seraient annulés si M. Netanyahou mettait sa promesse à exécution, y compris donc la coopération sécuritaire en Cisjordanie. La Jordanie a averti que cette décision entraînerait toute la région dans la violence, et l'ONU a dénoncé une étape dévastatrice pour la viabilité d'une solution à 2 États. Le problème de cette promesse d'annexion est son caractère unilatéral. Il n'y a aucune concertation avec les Palestiniens. Par ailleurs, une stratégie de terreur a pu être observée le jour du scrutin. En effet, quelques militants du Likoud ont posé des caméras de surveillance à la sortie de bureaux de vote arabes. Par ailleurs, le déploiement d'un nombre record de 19 000 policiers autour des bureaux de vote a été annoncé dès avant le scrutin par le ministre de la Sécurité publique, Gilad Erdan du Likoud. Adoptée par les militants du Likoud et les forces de l'ordre, cette stratégie de terreur vise à désinciter les électeurs arabes d'aller voter. Le grand jour arrive enfin. Quel résultat pour ces élections du 17 septembre 2019? La gauche a été plutôt invisible pendant la campagne pour les législatives du 17 septembre. Le Parti travailliste, qui a dirigé le pays durant ses premières décennies, n'a obtenu que 4,43%, en ayant à sa tête Amir Peretz. Le Parti travailliste parvient ainsi à se poser au-dessus du seuil d'entrée à la Knesset, qui s'élève à 3,25%. Malgré un score plus élevé que celui qui était attendu, une opposition libérale ou de gauche est peu probable et peu envisageable en Israël actuellement. Par ailleurs, Avigdor Lieberman, ancien allié de Netanyahou, a obtenu quant à lui 6,99%. Nationaliste laïque, Lieberman sort fort de ce scrutin du 17 septembre, obtenant 9 sièges. Selon le correspondant en Israël du journal Le Monde, ce succès n'exprime en rien une bascule de la société israélienne, qui demeure ancrée à droite. Mais M. Lieberman a réussi à attirer des modérés du camp de Netanyahou en promettant de faire barrage à l'alliance du Premier ministre avec les partis religieux.
Les Arabes, quant à eux, sortent forts de ce scrutin, avec 13 députés, du fait de leur liste unifiée. Enfin, le principal concurrent de Netanyahou était le mouvement bleu et blanc, ayant à sa tête l'ancien chef d'état-major Benny Gantz. Comme c'était attendu, Gantz et Netanyahou sont arrivés en première et deuxième position respectivement au scrutin du 17 septembre. Pour obtenir une majorité, il faut 61 sièges. Le chef du gouvernement sortant, comme son principal rival Benny Gantz, n'ont pas parvenu à atteindre le nombre magique de la majorité. Face à un blocage institutionnel, ça a été au président Revin-Rivlin de consulter les nouveaux parlementaires pour désigner celui qu'il considérait le plus à même de former une coalition de gouvernement. Quelles sont les solutions envisageables pour contrer cette impasse ? La première solution serait le rôle important que joue Ayman Odeh à la tête de la liste unifiée. En effet, les partis arabes, on l'a déjà vu, étaient forts avec leurs 13 députés. Alors que pendant la campagne, Odeh avait rompu un tabou en se disant prêt à participer à un gouvernement d'union avec les partis sionistes, qui l'ont rejeté, les 13 sièges auraient pu sauver la donne de Gantz de Netanyahou si c'était eux qui l'avaient obtenu. Après les résultats, le parti de Gantz a changé la donne et a cherché à les rallier pour faire barrage à Bibi, sans assumer une alliance. Ce serait prêter le flanc aux critiques du Premier ministre qui les accuse d'abandonner le pays aux partis arabes et à la gauche. Les partis arabes, éternels marginaux de la politique israélienne, ont recommandé au président de nommer Gantz. C'est soutenir un mouvement bleu et blanc mené par 3 généraux et dont le chef a dirigé 2 opérations majeures à Gaza, en 2012 et en 2014, sur lesquelles pèsent des accusations de crimes de guerre. Selon une récente étude de l'Institut d'Israël pour la démocratie, 76% des Arabes du pays veulent voir leurs représentants entrer au gouvernement. La moitié des électeurs juifs y seraient favorables, même si les principaux partis israéliens s'y opposent encore. Bleu et Blanc lui-même a eu des mots aigres à l'annonce du soutien arabe. Ses dirigeants n'avaient pas caché leur soulagement lorsque le petit parti nationaliste Balad, qui avait obtenu 3 sièges aux élections, a rompu l'unité arabe, en choisissant finalement de ne pas recommander M. Gantz. Ce retrait laisse à l'éventuelle coalition du général moins de voix qu'à celle de M. Netanyahou. Une autre solution envisageable pour sortir de cette impasse, ce serait à travers la carte d'Avigdor Lieberman. Donc on a vu l'importance du parti de Lieberman, et ce parti, Netanyahou a tenté de le séduire. Une troisième solution envisageable à cette impasse serait un gouvernement d'union entre les partis de Gantz et de Netanyahou. Or, Gantz avait promis en campagne de ne pas siéger aux côtés de Netanyahou si celui-ci finissait par être inculpé pour des faits de corruption. Face au président Rivlin, le mouvement bleu et blanc et le Likoud jouaient à qui perd gagne. Netanyahou, qui arrivait en tête, essayait de gagner du temps. Il aurait été heureux de laisser Gantz tenter le premier de former une coalition, s'estimant assuré qu'il échouera au terme des 28 jours qui lui seront alloués. C'est ce qui s'est passé, d'ailleurs. Gantz n'était lui pas pressé non plus de former un gouvernement, préférant laisser échouer M. Netanyahou. Le 26 septembre, Netanyahou avait été chargé de former un gouvernement. Le 21 octobre, ne parvenant pas à obtenir une majorité dans le délai accordé, a renoncé. Après Netanyahou, c'est au tour de Gantz maintenant. Le président israélien lui a donc confié la formation du gouvernement. Symboliquement, le transfert de ce mandat est marquant, car c'est la première fois en Israël depuis 2008 qu'il est attribué à une autre personnalité politique. Le 21 novembre, Gantz a à son tour annoncé n'être pas parvenu à former un gouvernement. Il y a donc une convocation de nouvelles élections législatives pour le 2 mars. Les troisièmes, depuis avril, Lieberman blâmait le Likoud et bleu et blanc pour ces élections qu'il juge inutiles. Le 21 novembre aussi, il y a la mise en examen de Netanyahou. D'ailleurs, les médias ironisent sur une possible 4e élection du fait de la situation judiciaire de Netanyahou.
Le procureur général d'Israël, Avichai Mandelblit, a annoncé la mise en examen de Netanyahou pour corruption, fraude et abus de confiance. La police avait réclamé l'inculpation de Netanyahou dans 3 affaires distinctes. Il est notamment soupçonné d'avoir favorisé les intérêts de dirigeants d'entreprises de presse et de télécommunications en échange d'une couverture médiatique favorable. Rien ne prédestinait Mandelblit à jouer un tel rôle. Il est issu du sionisme révisionniste, la matrice politique de la droite israélienne. C'était un ancien proche de Bibi. C'est d'ailleurs Netanyahou lui-même qui le choisit comme secrétaire de cabinet avant de lui confier, 3 ans plus tard, sa responsabilité actuelle. Netanyahou y voit un coup d'État et refuse de démissionner, se présentant comme la victime d'un complot par ses adversaires politiques. Si Netanyahou n'hésite pas à brandir cette terrible accusation de coup d'État, c'est qu'il en est venu à identifier l'État d'Israël à sa propre personne, démontrant ses traits mégalomanes. À 70 ans, Benjamin Netanyahou détient le record de longévité des chefs de gouvernement israéliens. Il est au pouvoir sans discontinuer depuis 10 ans et n'entend pas le quitter. Israël, dont on a coutume de souligner qu'il s'agit de la seule démocratie du Proche-Orient, est plongé dans une crise politique majeure. Néanmoins, Netanyahou a décidé d'attiser les flammes plutôt que de contribuer à la recherche d'une solution à cette double crise. Le blocage institutionnel et cette triple accusation de Netanyahou. Visiblement, Bibi préfère mettre le feu à la maison plutôt que de rendre les clés. C'est une attitude irresponsable qui ne fait pas honneur à l'état de droit israélien qu'il prétend honorer. Netanyahou, 1 heure après sa triple mise en examen, a incité ses partisans à exiger dans la rue que l'on enquête sur les enquêteurs. Jean-Pierre Philu considère que la démocratie israélienne est au péril de Netanyahou. En s'accrochant au pouvoir, malgré une triple mise en examen et 2 élections indécises en quelques mois, Netanyahou menace les fondements même de la démocratie israélienne. Il y a là un parallèle saisissant entre les méthodes de Netanyahou et celles d'un autre dirigeant en difficulté, Donald Trump, dont il est très proche et qui est lui aussi en campagne électorale. Au moment où le Premier ministre israélien contre-attaquait après sa mise en examen, à Washington, les auditions de hauts responsables de la démocratie et de la sécurité américaine se poursuivaient, de plus en plus accablantes pour le président des États-Unis, devant la Chambre des représentants, où une procédure de destitution a été ouverte contre lui. Confronté à une contestation au sein même de son camp, menée par le député Gideon Sa'ar, Netanyahou a ouvert la porte à des primaires pour désigner le chef du Likoud, tout en assurant qu'il remporterait un tel scrutin interne. Pour se garantir des appuis, Netanyahou a souligné l'importance, selon lui, d'aller de l'avant avec son projet d'annexion de la Cisjordanie. Par ailleurs, il joue sur les relations que lui seul permettrait d'entretenir avec les États-Unis. Netanyahou est proche du président américain Donald Trump, qui a reconnu la souveraineté israélienne sur le Golan, reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël et, récemment, jugé que les colonies israéliennes en Cisjordanie occupées n'étaient pas contraires au droit international. Finalement, les résultats à la sortie des urnes le donnent vainqueur avec 72,5% des voix, devant le député et ancien ministre Gideon Sa'ar, qui en a obtenu 27,5%. Il conduira donc le Likoud, le principal parti de droite, aux législatives de mars. Il reste maintenant à voir ce qui se passera lors du 3e scrutin législatif en moins d'1 an en Israël. On se dit à très bientôt, n'hésitez pas à nous suivre sur notre compte Instagram dans lequel nous publierons du contenu exclusif. N'hésitez pas à activer la petite sonnette pour recevoir les notifications de nos prochaines vidéos. Si jamais vous avez des questions, commentaires à faire, n'hésitez pas à les faire en bas. Enfin, on termine notre vidéo par une question débat. Quels résultats prévoyez-vous pour les élections du 2 mars ? À très bientôt.